Imaginez un instant que vous soyez une personne qui ne voyage qu'en avion privé ou en première classe, qui ne séjourne que dans les hôtels les plus luxueux, parfois même pendant des mois. Vous mangez uniquement dans les restaurants les plus raffinés, et vous ne portez que des vêtements de marque mondiale de luxe. Vous devriez donc être une personne riche, ou du moins avoir suffisamment d'argent pour mener un tel mode de vie opulent. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas un centime en poche et que vous faites toutes ces choses? Est-ce vraiment possible? Apparemment, oui. Et c'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui, qui concerne une jeune femme qui a réussi à arnaquer l'élite de New York. Bonjour à tous, et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle histoire d'escroquerie. L'héroïne de cette histoire est une jeune femme pas comme les autres, et vous verrez comment cette jeune femme, qui était dans la vingtaine, a réussi à tromper l'élite de New York, composée de célébrités et de personnes riches, et à vivre un style de vie luxueux grâce à la tromperie et au mensonge. Le nom de notre protagoniste est Anna Delvey, ou du moins c'est le nom qu'elle utilisait, et c'était un faux nom. Anna Delvey était née en Russie, mais sa famille avait déménagé en Allemagne, où elle a vécu et poursuivi ses études jusqu'à ce qu'elle termine le lycée. Ensuite, elle s'est inscrite dans une école d'art, bien qu'il semble qu'elle n'a pas terminé ses études, mais sa passion pour l'art est restée intacte. Son histoire a commencé en 2013, quand elle avait 22 ans. À ce moment-là, Anna est partie vivre à Paris et a travaillé comme stagiaire dans un magazine de mode. C'est ici qu'elle a eu son premier véritable contact avec le monde de l'art, de la mode et des célébrités. Son travail dans ce magazine a été la porte d'entrée qui lui a permis de se mêler à ce milieu, bien qu'elle n'était qu'une simple stagiaire, recevant 400 € par mois. Elle n'était donc pas encore indépendante financièrement et dépendait toujours de son père pour subvenir à ses besoins et payer ses factures, même si son père était une personne modeste. La nouvelle vie d'Anna, au sein du monde de l'art et de la mode, l'a profondément fascinée, et elle rêvait de mener une vie similaire. Cependant, elle ne possédait ni la célébrité, ni l'argent, ni aucun des moyens nécessaires pour mener une telle existence. Alors, quelle solution a-t-elle trouvé? La solution d'Anna a été de se créer une nouvelle identité, totalement différente de la sienne. Elle a décidé d'incarner le personnage d'une personne issue de la haute société et de la richesse. Ce qu'il lui fallait, c'était un endroit où personne ne la connaissait, un endroit où elle pourrait construire cette nouvelle vie. Après réflexion, elle a jugé que la meilleure ville pour son plan était New York, aux États-Unis. Avant de partir pour New York, il semble qu'Anna a réussi à amasser une somme importante d'argent liquide en escroquant un vieil homme qu'elle fréquentait, un montant d'environ 30 000 $ en espèces. C'est avec cet argent qu'elle a pu commencer sa nouvelle vie, à New York. Elle a acheté des vêtements des marques les plus chères et les plus célèbres, a commencé à vivre dans les hôtels les plus luxueux de la ville, et a rapidement commencé à fréquenter les membres de la haute société du milieu artistique et des célébrités. Son apparence de richesse trompait facilement tout le monde. Elle a réussi à s'introduire dans des cercles très fermés et a commencé à assister aux événements les plus prestigieux, où seuls les membres de l'élite étaient présents. Cependant, l'argent qu'elle avait était limité, et si elle continuait à dépenser de cette manière, il ne lui en resterait plus. Alors, comment pouvait-elle vivre dans des hôtels pendant des semaines, voire des mois, sans payer? La réponse était simple, elle utilisait l'apparence. Par exemple, lorsqu'elle se rendait dans un hôtel de luxe, elle s'habillait avec les vêtements les plus chers qu'elle possédait et faisait en sorte de paraître encore plus riche que quiconque. Les employés et les directeurs d'hôtel la considéraient immédiatement comme une personne importante. En plus, elle donnait des pourboires de 100 $ à toute personne qui l'aidait, même pour des petites choses. Elle réservait une chambre, donnait un pourboire de 100 $ à la réception, et lorsqu'un employé montait ses affaires dans sa chambre, elle lui donnait aussi 100 $. Les employés se battaient pour la servir. Ce jeu de façade a fonctionné pendant un moment. Elle vivait dans des chambres qui coûtaient entre 400 et 600 $ la nuit, et restait parfois plusieurs semaines, accumulant ainsi des factures qui s'élevaient à plusieurs milliers de dollars. Et lorsque le moment de payer venait, elle commençait à faire traîner les choses. Elle donnait une carte bancaire, mais celle-ci ne fonctionnait pas, puis une autre, avec la même issue. Elle expliquait que c'était probablement un problème avec la banque, qu'elle avait peut-être trop dépensé et qu'il lui faudrait quelques jours pour régler cela. Elle continuait à donner de nouvelles cartes, chaque fois inventant une nouvelle excuse, et finissait par quitter l'hôtel avant qu'une solution ne soit trouvée. Mais comment l'hôtel pouvait-il la laisser partir sans payer? La réponse était simple, son apparence. Elle était une experte dans l'art de simuler une vie de luxe. Son comportement professionnel et ses relations l'ont aidé à convaincre les responsables des hôtels que ses problèmes étaient temporaires et qu'ils seraient réglés rapidement.
Sa principale histoire qu'elle racontait était qu'elle venait d'une famille très riche et qu'elle avait un trust fund de 60 millions d'euros, une fortune qu'elle ne pouvait utiliser qu'après la mort de son père. Elle racontait parfois différentes versions de l'origine de la richesse de sa famille, affirmant que son père était un homme politique ou encore un collectionneur d'art. Elle savait comment s'adapter à ses interlocuteurs en fonction de ce qu'ils pouvaient croire. Son objectif à New York était de créer un espace artistique, mais pas n'importe quel espace. Elle voulait ouvrir un grand immeuble sur plusieurs étages, avec des restaurants et des clubs, un lieu réservé à l'élite new-yorkaise, un club artistique privé. Et pour réaliser ce projet, elle avait besoin de 20 millions de dollars. Elle a donc décidé de demander un prêt. En 2016, Anna a entrepris une tentative audacieuse d'obtenir ce prêt. Elle a contacté un avocat qu'elle avait rencontré à New York et lui a parlé de son trust fund et de son projet. L'avocat a été convaincu et a contacté la Fortress Bank, une grande banque de New York, en leur exposant son histoire. La banque, séduite par la réputation de l'avocat, a accepté d'examiner sa demande. En novembre 2016, Anna a présenté des documents falsifiés montrant qu'elle avait un trust fund de 60 millions d'euros dans une banque suisse. La banque, croyant ces documents authentiques, a demandé une garantie de 100 000 dollars comme preuve de bonne foi, ainsi qu'une confirmation de la banque suisse pour valider l'existence du trust fund. Anna a alors contacté une autre banque, la City National Bank, pour obtenir ce montant de 100 000 dollars en promettant de le rembourser dès que le prêt serait accordé. Ainsi, Anna a réussi à convaincre la deuxième banque de transférer cette somme à la première banque, Fortress Bank, ce qui a marqué un nouveau coup de maître dans son escroquerie. Une fois l'argent arrivé, la banque Fortress a entamé des démarches juridiques et a commencé à enquêter sur le trust fund qu'Anna prétendait posséder dans une banque en Suisse. Je ne suis pas sûr de ce qu'elle pensait obtenir de cette situation. Pensait-elle vraiment pouvoir duper la banque en leur présentant des documents falsifiés qu'ils accepteraient sans vérifier? La banque a rapidement compris que de nombreuses pistes les menaient dans des impasses. Lorsque les banquiers de Fortress ont essayé de contacter Anna, elle a commencé à éviter les questions et à inventer des histoires. La banque a utilisé 45 000 dollars des 100 000 dollars qu'Anna avait déposés pour les frais juridiques. Quand Anna a compris qu'il était impossible de les tromper facilement, elle a retiré 55 000 dollars qui restent. Cependant, la deuxième banque, la Citibank, qu'elle avait également arnaquée, continuait à lui réclamer le montant dû. Comme d'habitude, elle a falsifié des chèques et des virements bancaires, leur assurant que l'argent arrivait bientôt. Tout n'était que mensonge. Elle était consciente du danger et a transféré une partie de l'argent liquide qu'elle avait pour apaiser la situation et gagner du temps. Pendant cette période en 2017, elle logeait à l'hôtel Eleven Howard, l'un des hôtels les plus luxueux de New York. Comme d'habitude, elle jouait le rôle de la riche héritière. Elle réservait une chambre luxueuse et distribuait des billets de 100 dollars à tout le personnel qui l'aidait. Le propriétaire de l'hôtel était l'un de ses nouveaux amis, ce qui facilitait encore son jeu. Non seulement elle séjournait dans des chambres somptueuses, mais elle dînait également chaque jour dans le restaurant exclusif de l'hôtel. Et comme le restaurant était rattaché à l'hôtel, elle pouvait faire ajouter la facture à son compte de chambre, qui augmentait chaque jour, mais ne s'acquittait jamais. Entre ses escroqueries et les fausses transactions qu'elle réalisait, Anna a réussi à détourner environ 160 000 dollars en chèques falsifiés, dont elle a récupéré environ 70 000 dollars, qu'elle a ensuite utilisé pour régler une partie du prêt qu'elle avait contracté auprès de la banque Citibank, ainsi que pour apaiser les responsables de l'hôtel, qui commençaient à s'impatienter après plusieurs semaines sans paiement. Pendant qu'elle poursuivait sa vie de luxe à New York, un événement marqua un tournant. Pour son anniversaire, elle décida d'organiser une grande fête et, comme à son habitude, elle parvint à éviter de payer la facture de l'événement. Elle réussissait toujours à convaincre les autres qu'elle paierait plus tard. Par exemple, lors des repas au restaurant, elle parvenait toujours à faire en sorte que ses amis perdent la note, leur promettant de les rembourser une fois les problèmes bancaires réglés. Et bien sûr, elle ne reverrait jamais leur argent. Une de ces arnaques notables a eu lieu lorsqu'elle a réservé un vol privé auprès d'une compagnie aérienne, prétendant qu'elle allait assister à une conférence d'investissement. La compagnie aérienne a organisé le vol pour elle, d'une valeur de 35 000 dollars, et elle a payé une petite partie en espèces, tandis que le reste était réglé avec des chèques falsifiés. Comme il était logique de penser qu'une personne n'aurait pas les moyens de réserver un vol privé sans avoir de fonds, personne ne douta de sa capacité à payer. Après son voyage privé, Anna rentra à l'hôtel Eleven Howard, où ses affaires furent expulsées de sa chambre et elle fut menacée de l'intervention de la police si elle ne payait pas le solde de la facture. Anna décida alors de fuir la scène et contacta l'une de ses amies, Rachel Williams, pour l'accompagner en voyage à Marrakech, au Maroc. Rachel, une employée d'une revue de mode, accepta, convaincue que le voyage serait couvert par Anna. Une fois à Marrakech,
Anna se comporta comme une vraie cliente de luxe, réservant une villa privée dans un hôtel 5 étoiles, la Mamounia, à 7 000 $ la nuit. Cependant, comme à son habitude, les cartes bancaires d'Anna ne fonctionnaient pas. Elle paya une partie en espèces, mais la situation empirait. Au bout d'une semaine, l'hôtel, exaspéré, exigea un paiement immédiat. Anna, fidèle à son rôle, manipula une fois de plus Rachel, lui demandant de payer avec sa propre carte, en promettant de lui rembourser dès que ses problèmes bancaires seraient réglés. Rachel, sous pression, céda et donna sa carte. Cependant, une fois rentrée à New York, Rachel découvrit que 62 000 $ avaient été prélevés sur son compte, soit l'intégralité de son salaire annuel. En toute logique, Rachel comprit enfin qu'elle avait été trompée, et Anna, la personne qu'elle croyait être son amie, n'était qu'une escroc. Elle se rendit alors au bureau du procureur pour porter plainte, et c'est là qu'elle apprit qu'Anna avait arnaqué bien d'autres personnes. Finalement, après une enquête, Anna Delvey, qui n'était en réalité que Anna Sorokin, fut arrêtée. Elle a été jugée et reconnue coupable de plusieurs délits, notamment d'escroquerie, de falsification de documents et de vol. Lors de son procès, Anna n'a exprimé aucun regret, affirmant même qu'elle referait tout si elle en avait l'occasion, car son rêve ultime était d'ouvrir un musée d'art privé, et qu'il le fera un jour. Quant à Rachel, même si elle avait perdu 62 000 $, elle publia un livre sur l'affaire et a fait des apparitions médiatiques, transformant cette expérience en une opportunité financière. Elle a réussi ainsi à compenser ses pertes et à tirer profit de cette histoire, bien plus que de ce qu'elle avait perdu. C'est ainsi que se termine l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.